Om Namasté, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien aujourd'hui pour vous. Moi, je suis prêt à partager avec vous 3 nouveaux sutras, toujours du chapitre 1. Nous en sommes arrivés aux différentes solutions pour calmer le mental et retrouver de l'énergie en nous, ce qui est quand même important. Alors, nous commençons par le sutra du chapitre 1, numéro 34, Prachardhana. Vidaranabhyam Vapranasya. L'expire et la suspension de la respiration produisent les mêmes effets. L'expire et la suspension de la respiration produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qui produisent un effet qui permet de calmer le mental. C'est la traduction de Françoise Mazet. Ensuite, M. Bouchard d'Orval nous dit « Nous y parvenons aussi en expulsant et en retenant le souffle. » Alors, j'ai une petite note. En yoga, nous pratiquons la respiration consciente et physiologique. Il y a dans cette pratique un effet d'apaisement relativement rapide et efficace. Alors, respiration consciente. La respiration consciente, c'est ce que j'appelle une respiration que tu écoutes. Tu écoutes ta respiration. Tu te poses et tu prends le temps d'écouter dans tes oreilles le mouvement de ta respiration, la sonorité de ta respiration. Voilà, ça, c'est la respiration consciente. La particularité, c'est que la plupart des respirations yogiques se font la bouche fermée. La bouche fermée, c'est ce qu'on appelle une respiration physiologique. Alors, la respiration physiologique, pour certaines personnes, c'est difficile, et donc il faut l'aborder avec sérénité, bien évidemment, mais doucement, de voir qu'est-ce qui est possible, d'inspirer lentement, d'expirer lentement, d'aller tout en douceur, de respecter les limites de l'outil respiratoire. En tout cas, personnellement, dans les cours, j'insiste toujours pour pratiquer une respiration lente, longue, et en pratiquant cela pendant 1 heure, on arrive très rapidement à ce que les élèves bâillent. Donc il y a des bâillements et c'est bon, c'est bon. Alors je continue. Donc mon point numéro 1, donc ici Patanjali met l'accent sur l'expiration. Eh bien, en fait, j'ai une petite phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « Je peux enfin souffler ». Je peux enfin souffler. Donc, ça c'est la bouche ouverte évidemment, et puis je fais ça, la même chose, la bouche fermée. Voilà, je peux enfin souffler, je peux enfin respirer. Il y a un soulagement dans cet acte de la respiration. Ensuite, il y a la suspension. La suspension, c'est l'apnée. Donc, il y a de toute façon toujours une très courte suspension entre les deux, ce petit espace de silence entre l'inspire et l'expire. Alors, j'ai réuni ici 4 points. J'ai trouvé dans Yoga Studies un commentaire de presque 2 pages de Krishnamacharya pour ce sutra, parlant
de la respiration. Et je vous donne ces 4 points. Donc, le premier point, la respiration calme le mental. Alors, effectivement, on met le mental au repos, en quelque sorte, où le mental se pose au travers de la respiration. Alors, on parle aussi de la santé. C'est vrai que souvent dans mes cours, j'explique que la respiration, c'est quand même important pour la santé du corps et c'est important pour la santé psychique également. Alors, qu'est-ce que nous dit Krishnamacharya? Il dit, pour guérir d'une maladie, il faut pratiquer plusieurs fois par jour 24 respirations d'affilée. 24 inspire, expire d'affilée. Et le faire plusieurs fois par jour pour que ce soit efficace. Alors, il conseille aussi une petite info extra. C'est de limiter l'alimentation au liquide pendant qu'on est malade, de supprimer le lait et les aliments chauds, donc de consommer uniquement des aliments froids et donc de boire des liquides froids. Il nous dit aussi que la santé, est l'arrêt de l'agitation du mental. Ça nous ramène à yoga, chitta, vritti, nirodha. Le yoga est l'arrêt de l'activité du mental. Donc le yoga est bien une pratique pour la santé à la fois du corps et de l'esprit. Et il nous ajoute également que la cause première de la maladie est l'esprit perturbé. Effectivement, des personnes qui sont souvent anxieuses, angoissées, vont effectivement être beaucoup plus sujets à, par exemple, quand on est souvent angoissé, on a des troubles d'estomac, des intestins, notre immunité globale s'affaiblit, on récupère lentement, on est souvent très fatigué. Et donc, moi, je vais quand même ajouter mon petit conseil, c'est que quand on n'est pas bien, on a effectivement tendance à s'allonger dans le canapé et je pense qu'il faut, dans les limites de l'état physique dans lequel on se trouve, eh bien, je t'invite quand même à bouger, à faire des respirations, à remuer le corps en douceur, lentement, mais ne pas laisser stagner les liquides dans le corps. Les liquides sont faits pour circuler et pour circuler, le corps a besoin de mouvement. En douceur, mais de mouvement. Donc, je parle bien en cas de maladie. J'arrive au sutra numéro 35 du chapitre 1. C'est Vishayavati va pravitir utpana manasaha stiti ni bandini. La stabilité du mental peut aussi venir de son activité en relation avec le monde sensible. Traduction de Françoise Mazet. Alors Jean Bouchard d'Orval nous dit « Nous pouvons atteindre la stabilité mentale en demeurant parfaitement présent à tout objet dès qu'il se manifeste. » Alors, je trouve que cette interprétation complète bien la première. C'est d'être en pleine conscience de ce qui se passe autour de nous. J'ai trouvé encore deux interprétations, l'une de Daisy Cachard. Parfois, nous devrions examiner comment nous nous relions aux objets par le biais des sens. Donc là aussi,
intéressant comment on se relie à un objet qui apparaît dans notre champ de perception, auditif, visuel, goûter, odorat, etc., toucher. Comment réagissons-nous? Comment nous relions-nous à cet objet? Avec rejet ou avec attirance ou une attitude neutre? Paul Harvey nous dit « Ou cela peut être sur les niveaux plus fins des sens, comme un objet pour lier l'esprit d'où découle la stabilité. » Voilà, donc je trouve que ce sous-trait est assez intéressant. Donc j'ai deux petites notes, je dirais, parce que effectivement les choses évoluent très vite quand on pratique tous les jours les postures de yoga, la respiration, la méditation, la relaxation, l'étude. Les choses peuvent évoluer très rapidement. Donc le premier point en lien avec cela, comment j'aménage mon environnement à la maison, par exemple, pour éveiller les sens, de telle manière à apporter la paix de la maison à l'intérieur de moi-même. Donc je donne ici un exemple, le diffuseur par exemple d'huile essentielle, on a par exemple la lavande qui est une huile essentielle qui est très apaisante, on a les huiles essentielles d'agrumes qui sont aussi, qui apportent un petit peu de joie dans, je dirais, dans la maison. On peut aussi purifier l'intérieur de la maison avec de la sauge. On peut trouver dans le commerce assez facilement des bâtons de sauge que l'on fait brûler au bout et on fait circuler le bâton dans la pièce. Donc on se promène dans la pièce et voilà. Et ça nettoie les ondes négatives. Alors, je pense aussi à la musique classique, je vais le noter parce que j'avais oublié. En tout cas, une musique douce et agréable. Donc, on entend, on sent, on peut toucher les meubles, on peut... Voilà, on peut faire plusieurs choses, je dirais, et vraiment ce sont des actions, comment dirais-je, qui vont nous permettre de trouver un calme à l'intérieur de nous-mêmes, je dirais dans notre corps. Donc la musique classique et également, en tout cas une musique douce, une musique que tu aimes, ça c'est vraiment important. Et puis le dernier point, c'est l'ordre. Donc, l'énergie d'une maison aussi va dépendre de l'ordre qu'il y a dans la maison. Si c'est un véritable capharnaüm, le mental inconsciemment, il va être distrait et il va même être dérangé par cet amoncellement d'objets, de petites choses et d'autres. Il faut vraiment éliminer un maximum de choses inutiles dans l'espace dans lequel tu te trouves, dans lequel tu vis ou dans lequel, je dirais, tu travailles. Donc, il faut y penser. Il y a un deuxième élément qui m'est venu à l'esprit par rapport à ça, c'est comment je sélectionne mon entourage afin de me nourrir via la relation et comment je m'éloigne de ceux qui vont polluer mon esprit et mon corps. Alors, ce qui se passe aussi, et ça je ne suis pas le seul à le vivre ou à le dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des relations qui vont se distancer, il y a des choses qu'on ne va plus accepter ou simplement des conversations qui n'ont plus d'intérêt pour vous. Donc il y a un changement progressif chez la plupart d'entre nous. Pour certains, c'est même, je dirais, un changement radical et donc les amis d'avant ne sont plus les amis d'après. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau relationnel également.
Et donc les relations toxiques sont pas bonnes pour la santé de l'esprit et par conséquent pour la santé du corps. Voilà. Je continue avec le Sutra 36 du chapitre 1. On nous dit encore une alternative, ou, pour l'apaisement du mental, ou bien de l'expérience d'un état lumineux, nous dit Françoise Mazet. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner le sutra en sanskrit. Donc le sutra en sanskrit a un très beau mot, Vishoka va Jyotishmati. Vishoka va Jyotishmati. Ou bien de l'expérience d'un état lumineux. Voilà. Alors, Jean Bouchard d'Orval nous dit ceci. Nous y arrivons également en faisant l'expérience de la radieuse lumière intérieure, éternellement libre de douleur. Alors, j'ai quand même, pour ce sutra-là, mis la traduction. Vishoka, c'est libre de tristesse, libre de douleur, et Jyotishmati, c'est la luminescence, pardon. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on pratique régulièrement? Donc, j'insiste régulièrement. Alors, l'idéal, bien évidemment, c'est tous les jours. Je ferai un petit mot après, là-dessus. Donc, la pratique régulière, ça c'est de moi, donc la pratique régulière illumine notre chemin intérieur. À chaque pratique, celle-ci s'intensifie et met en joie chacune de nos cellules. La répétition de ce calme intérieur, de ce calme lumineux, nous apporte la sérénité et la santé du corps et de l'esprit. Donc, le chemin intérieur est illuminé par la pratique régulière. Alors, c'est quoi la pratique régulière? Alors, je vais dire que, vraiment, le premier point, c'est qu'on peut pratiquer une fois par semaine. Ce n'est pas une pratique régulière. Je dirais que la pratique des postures, par exemple, c'est une pratique d'entretien du corps. 2 fois par semaine, ça s'intensifie un tout petit peu, mais les résultats sont des résultats intermédiaires. 3 fois par semaine, là, ça devient une pratique réparatrice. Et je pense qu'à partir du moment où on pratique un petit peu tous les jours, ça devient de l'ordre d'une pratique de rituel. Donc, c'est un rituel qui remplit ton quotidien en fonction de tes possibilités. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est le carnet de bord où tu peux noter dans ce carnet de bord tout ce qui te vient à l'esprit et tu peux mettre le jour. Aujourd'hui, on est le 1er février, bien, je note qu'est-ce que j'ai fait le 1er février. J'ai lu un sutra, j'ai écouté une vidéo d'Alain, j'ai fait 10 minutes de respiration et j'ai fait un quart d'heure de posture de yoga. Voilà. Et à force de noter cela, ça va devenir une routine rituelle, un rituel, et c'est simplement ta manière d'honorer ton corps et ton esprit. Voilà, chers amis, pour ces 3 sutras. Je te remercie en tous les cas pour ton écoute et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Om Namasté. À très bientôt.